Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le président élu de Gambie, Adama Barrow, attend son investiture au Sénégal. La cérémonie doit se tenir jeudi à Banjul. En attendant, les recours juridiques de Yaya Jammeh sont dans l'impasse. Le président de la Cour suprême s'est récusé ce lundi. La marche silencieuse à Ouagadougou, 1500 personnes ont rendu hommage aux victimes de l'attentat perpétré il y a un an. Le président Kaboré et de nombreux diplomates étrangers ont participé à cette marche. L'attaque a porté un coup au secteur touristique dans le pays. Reportage dans ce journal. Et puis un mot de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous reviendrons avec notre spécialiste sport Benoît Perrochet sur les rencontres du jour, mais aussi sur la sélection camerounaise qui connaît quelques difficultés. L'ex-attaquant vedette Roger Mila dénonce en effet la trahison des joueurs absents. Mais d'abord, en Gambie, Yaya Jammeh tente par tous les moyens d'empêcher la bonne tenue de la cérémonie d'investiture de son rival. Le président sortant a déposé un recours en vue d'interdire à toute autorité judiciaire de participer à la prestation de serment d'Adama Barrow. Conséquence, le juge de la Cour suprême avait décidé de se récuser ce lundi. En attendant la cérémonie, Adama Barrow lui a été accueilli au Sénégal. C'est aussi dans ce pays voisin que des milliers de Gambiens ont décidé de se rendre par crainte de violence. Le récit en images de Nicolas Germain. Depuis plusieurs jours, plus d'une place de libre sur les ferries qui relient la Gambie au Sénégal. D'après l'ONU, plusieurs milliers de Gambiens ont fui le pays depuis 2 semaines. Ils craignent une répression brutale si Yaya Jammeh refuse de quitter le pouvoir ce jeudi. Ils redoutent aussi une intervention militaire des forces régionales. Ils partent car ils craignent pour leur vie. Certains membres de ma famille ont fui aussi. Vous verrez tellement de gens fuir. Ils quittent ce pays car ils ont peur de mourir. Ceux qui ne partent pas espèrent qu'il n'y aura pas de violence. Quand Jammeh a pris le pouvoir il y a 22 ans, aucun sang n'avait été versé. Il faut que ce soit la même chose quand il quittera le pouvoir. Ce lundi, la Cour suprême a expliqué qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la demande de Jammeh d'interdire l'investiture d'Adama Barrow, le vainqueur du scrutin. Jammeh avait stupéfait de nombreux observateurs en reconnaissant initialement sa défaite le mois dernier. Mais une semaine plus tard, l'homme qui dirige ce pays depuis plus de 2 décennies change d'avis et rejette le résultat de l'élection. Pour le bloc régional de la CEDEAO, une intervention militaire est envisageable si le président gambien s'accroche au pouvoir. La semaine dernière, les députés nigérians ont décidé de lui accorder l'asile s'il se retire. Adama Barrow, lui, a le soutien des présidents de la région et des dirigeants de la communauté internationale. Il devrait rester au Sénégal jusqu'à son investiture. Et Adama Barrow est en deuil. Son fils, prénommé Abibou, est décédé dimanche. Âgé de 8 ans, le garçon avait été mordu par un chien. Il a été inhumé lundi après-midi. Nouvel attentat suicide au Nigeria, la mosquée d'un campus universitaire de Maïdougouri a été prise pour cible. Une jeune fille a actionné sa charge. Au moins 3 personnes ont été tuées. Pas de revendication pour le moment, mais les soupçons se portent sur le groupe Boko Haram. Il y a un an, le Burkina Faso avait lui aussi été touché par un attentat terroriste. Une marche silencieuse s'est tenue à Ouagadougou pour rendre hommage aux victimes. 30 personnes avaient perdu la vie et plus de 70 autres avaient été blessées. Le 15 janvier 2016, souvenez-vous, un commando lançait une opération dans le centre-ville de la capitale. Plusieurs bars et hôtels ont été attaqués. Cet attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique a porté un coup dur au tourisme burkinabé, comme nous montre ce reportage de notre correspondant Khalidoussi. Ouagadougou, avenue Kwame Nkrumah. C'est ici même qu'une sanglante attaque terroriste avait causé la mort de 30 personnes il y a un an. Le splendide hôtel avait particulièrement été touché. Aujourd'hui, l'établissement tente de se reconstruire après avoir vécu des lendemains difficiles. Après les attentats, on était à 0 client presque. Je me souviens, on était à moins 29 millions de dépenses qui étaient supportées par le PDG. 50% de nos chambres ne sont toujours pas fonctionnelles et nous demandons à l'autorité de nous appuyer afin que nous finissions le reste des travaux. Cet attentat a causé des pertes considérables pour les hôtels avec plus de 3000 annulations de chambres. Mais au ministère du Tourisme, si l'on reconnaît les conséquences économiques provoquées par ce drame, on assure que l'État apportera un soutien financier aux établissements affectés. Nous avons été instruits par le chef de l'État pour arrêter un certain nombre de mesures à court, moyen et long terme en vue d'alléger les charges de
fonctionnement des établissements touristiques et surtout de faire en sorte qu'ils soient véritablement acteurs dans le développement de notre pays. Les mesures annoncées par le gouvernement burkinabé pour relancer le tourisme devront vite porter leurs fruits. Car au Burkina Faso, ce secteur emploie 10 000 personnes et représente tout de même 3,5% du PIB. La mission de l'ONU au Mali est toujours sous-équipée. Le fait savoir par le biais du dernier rapport du secrétaire général de l'organisation qui revient sur la situation dans le pays, un manque de matériel qui empêche la mission de s'acquitter de son mandat. Les explications d'Anthony Fouchard. Le paragraphe détaillant les capacités de la MINUSMA ne peut pas être plus clair. Il s'apparente à une longue liste de doléances dans laquelle l'ONU fait le bilan de tout ce qui manque. En l'occurrence, 4 hélicoptères d'attaque, une compagnie de forces spéciales, une compagnie spécialisée dans le déminage et les explosifs, mais également près de 100 véhicules blindés pour le transport de troupes. Une dernière requête plus que justifiée, sachant que les explosions dues aux mines au passage des convois de casques bleus sont de plus en plus récurrentes et tous ces manques, souligne le rapport, empêchent, je cite, les militaires d'effectuer pleinement leur mandat. Une situation qui va s'aggraver car à la fin du mois, le contingent néerlandais va quitter le Mali et avec lui ses 7 hélicoptères. C'est l'Allemagne qui devrait normalement fournir les hélicoptères de remplacement. Et au chapitre des bonnes nouvelles, on peut souligner toutefois l'installation prochaine d'une force de réaction rapide sénégalaise qui va s'installer à Mopti, dans le centre du Mali. Allez, dans le reste de l'actualité africaine, en bref et en images, la reprise du procès de Dominique Ongwen à La Haye, celui qui est considéré comme l'un des chefs les plus redoutés de l'armée de résistance du Seigneur, a raconté son histoire devant les juges de la Cour pénale internationale. Dominique Ongwen est sous le coup de 70 accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour des actes commis dans le nord du pays entre 2002 et 2005. Il plaide non coupable. Selon l'ONU, la milice a massacré 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants depuis sa création vers 1987. Au Maroc, les députés ont élu le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'Habib El Malki. Il fut plusieurs fois ministre et était ces dernières années en retrait de la vie politique. Mais le royaume reste dans l'impasse politique. Les négociations menées par le Premier ministre Abdelila Benkiran ont connu de nombreux rebondissements ces 3 derniers mois et se sont finalement soldés par un échec. Et puis l'inquiétude des salariés de l'usine Shell au Gabon, le géant pétrolier va céder sa filiale. Un accord devrait être signé courant janvier avec le fonds américain Carlyle, mais les 400 employés devraient conserver leurs emplois. Certains redoutent toutefois des licenciements. Leurs syndicats réclament des indemnisations et menacent de durcir le mouvement de grève. Le Rwanda a dit au revoir à son dernier roi. Les funérailles se sont tenues hier à Nyanza, au sud de la capitale. Décédé en octobre dernier, Kigali V avait passé la majorité de sa vie en exil aux États-Unis. Son corps a été rapatrié lundi dernier à Kigali depuis Washington à l'issue d'une bataille juridique entre les membres de sa famille. La correspondance de Thaïs Brook. Le dernier roi du Rwanda et repose donc désormais aux côtés de son frère qui avait régné avant lui. Quelques larmes ont coulé ici ou là. Beaucoup regrettent que Kigali V n'ait pas pu rentrer plus tôt chez lui. En effet, il est mort en exil aux États-Unis. Il est mort à 80 ans. Il avait dû quitter le pays en 1960. Il avait été exilé par le colon belge à la veille de l'indépendance. Après 1994 et le génocide et surtout la prise de pouvoir par le FPR, la question de son retour avait été régulièrement évoquée. Mais Kigali V voulait rentrer en tant que monarque. Hors de question pour les autorités qui acceptaient cependant de l'accueillir en tant que simple citoyen. Finalement, ce retour ne s'est jamais fait et c'est après sa mort et après près de 60 ans en exil que Kigali V est enfin rentré chez lui. Direction le Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire et le Togo n'ont pas réussi à se départager. Score final 0-0. Et puis le Maroc et les Léopards d'Hervé Renard continuent leur match. Le match est en train de s'achever. Il y a pour le moment 1-0 pour la RDC. Kabananga a ouvert le score à la 62e minute. Match prévu ce mardi. Le Ghana face à l'Ouganda et suivre également le Mali face à l'Égypte. Benoît
Benoît Perrochet est avec nous sur le plateau du Journal de l'Afrique. Bonsoir Benoît. Benoît, mercredi, ce sont les Camerounais qui entreront en jeu face à la Guinée-Bissau. Des lions décidément indomptables. De nombreux joueurs camerounais ont préféré rester dans leur club plutôt que de venir en sélection. 7 joueurs camerounais qui ont fait le choix de leur club plutôt que la sélection. Parmi eux, Joël Matip de Liverpool. Il est très intéressant ce cas-là parce qu'il va peut-être regretter son choix, le néo-Red. À 25 ans, il a décidé de prendre sa retraite internationale. Or, il a été convoqué par Hugo Bross. La FIFA pourrait considérer que c'est un refus de venir en sélection et donc lui interdire de jouer pour Liverpool pendant toute la durée de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, Liverpool a refusé de l'aligner ce week-end lors du choc face à Manchester United de peur d'être sanctionné par la FIFA. Un vrai imbroglio et les anciens lions indomptables comme Roger Milla de taper du poing sur la table. C'est une trahison de dire non à son pays. C'est une trahison. Vous ne pouvez pas faire le chantage à votre pays. Ça, jamais de la vie. Et puis, qu'ils sachent que le Cameroun n'acceptera jamais de chantage. S'ils préfèrent jouer dans leur club, ben ils resteront dans leur club. C'est tout. Le Cameroun est gorgé de plein de joueurs. Donc, on n'a pas de souci de ce côté. Voilà, et on se rappelle que c'est vrai, ces dernières années, les Lions indomptables ont souvent été indomptables lors des compétitions internationales. Ça avait été le cas lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil à cause des primes non versées. Il y avait également des accrochages entre joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, des joueurs qui refusent de venir en sélection. Moi, j'aime bien cette image, l'image à l'entraînement de ces joueurs camerounais qui se serrent les coudes, puisque Hugo Bross, le sélectionneur, a tout de même réussi à composer une liste de 23 et surtout le Cameroun a tenu son rang face au Burkina lors de son entrée en lice samedi. Parfois, les vents contraires ont pour bénéfice de souder les éléments d'une même équipe. Merci Benoît. Match à suivre mercredi face à la Guinée-Bissau. Et le match qui oppose le Maroc à la République démocratique du Congo semble s'être achevé. 1-0 pour la République démocratique du Congo. Ouais, une défaite pour les hommes derrière Renard. Ouais. Voilà, c'est la fin de ce Journal de l'Afrique.